Mesdames, chers collègues, mesdames, messieurs, c'est un honneur de devoir parler de Claude Bernard. En préparant cet exposé, j'ai appris et je me suis fait aider, je le signalerai à la fin de mon exposé. J'aime cette diapositive, cette photo de Claude Bernard, en fait, qui a été prise au moment où une fresque l'évoquant a été placée sur le mur du musée qui lui est consacré à Saint-Julien en Beaujolais. Pour moi, le symbole est l'échafaudage et le fait qu'au-delà des portraits habituels que nous avons de Claude Bernard, qui sont assez compassés et officiels, je dois dire, j'aime celui-là qui suggère que, au-delà de la personne, il y a une pensée et une réflexion qui est une pensée d'actualité, ce que je vais essayer d'évoquer sur le plan scientifique, et que dans la façon de réfléchir à la science, à la politique de la science, Claude Bernard est tout à fait présent aujourd'hui. Alors, quand Claude Bernard est né, donc au début du XIXe siècle, et c'était évoqué magnifiquement à l'instant, la science était en situation d'inspirer largement la littérature. Beaucoup de rapports ont été faits dans le domaine de l'anatomie, de la biologie. Le terme biologie est apparu au début du XIXe siècle. Et en parallèle, vous allez voir pourquoi je dis ça dans une seconde, les expériences autour de l'électricité émergeaient. Et ceci a inspiré des écrivains, et en particulier inspiré Mary Shelley, qui a inventé et écrit le roman donc consacré au personnage de Victor Frankenstein qui invente ce monstre à partir d'un cadavre et de l'électricité. Ce livre date de 1818, donc si je compte bien, un moment où Claude Bernard avait 5 ou 6 ans. Et symboliquement, donc à travers, même si ça n'a pas été un succès, entre guillemets, en termes de comportement du personnage créé, elle a, à travers ce personnage, créé la vie. Et la question que je me pose, et je l'ai posée tout à l'heure à Amin Malouf, mais malheureusement, il ne m'a pas donné la réponse, c'est est-ce que Claude Bernard a lu Frankenstein ? Chronologiquement, c'est parfaitement possible. Et j'ai envie de penser que cela, d'une certaine façon, aurait pu l'inspirer, dans la mesure où, bien des années plus tard, il a écrit que, avec les progrès des connaissances de la physiologie, de l'utilisation de la physique et de la chimie pour appréhender la physiologie, on devrait pouvoir, il a pratiquement écrit, recréer le vivant. Je ne sais pas s'il a été inspiré par Mary Shelley, mais je trouve que le rapprochement n'est pas tout à fait sans intérêt. Alors, ce que je voudrais évoquer de façon plus précise, j'espère, concernant Claude Bernard, c'est 3 points. Sur le plan, bien sûr, de sa carrière scientifique et des conséquences de sa carrière scientifique. Le premier, c'est bien évidemment l'expérimentateur et le médecin qu'il a été, évoquer à grands traits quelles ont été les avancées auxquelles il a abouti. Discuter ce qui, à mon sens, est peut-être l'élément principal de ce qu'il nous a apporté, c'est l'émergence du concept de physiologie, de milieu intérieur, qui est une source extraordinairement riche et féconde de l'avenir de la science et des sciences biologiques en particulier, et puis évoquer dans un 3e point les relations ou l'absence de relations entre Claude Bernard et un certain nombre de contemporains prestigieux dans le monde scientifique. Pascal en a évoqué quelques-uns tout à l'heure, mais il y en avait d'autres hors des frontières de notre pays. Alors, premier point, bien sûr, c'est les avancées de la biologie et indirectement de la médecine auxquelles Claude Bernard a abouti, et bien évidemment, ce qui est le plus connu, et sans doute à juste titre, est la régulation du taux de glucose, la production par le foie de glucose à partir des réserves de glycogène, et ceci est reflété dans le fait que ces travaux en termes de thèse, donc assez précocement, dès 1853, vous pouvez lire sa thèse à la faculté des sciences, avait trait à ce sujet, et qu'il a au décours, et c'est évidemment une grande caractéristique de Claude Bernard, c'est montrer que la physiologie permettait de faire progresser la médecine, et donc, entre autres, mener des travaux assez importants dans la description de ce que pouvaient être les causes du diabète. Donc la fameuse expérience du foie lavé, le cadavre d'un chien, il peut montrer que ce foie lavé peut produire du glucose, ce qui est une découverte fantastique à l'époque, puisqu'on pensait que le glucose provenait uniquement de l'alimentation. Et donc c'était un élément fondateur pour avancer dans la compréhension du métabolisme d'un outil essentiel de la vie, une source d'énergie qu'est le glucose. Au fil des années, puisque son travail sur ce sujet s'est accompli sur un grand nombre d'années, je pense au moins une vingtaine d'années, il a découvert le glycogène, donc la façon chimique qu'a le foie de stocker le glucose. Il a isolé cette substance et montré donc qu'elle pouvait libérer le glucose dans la circulation sanguine dans certaines situations.
Bien évidemment, au-delà de ces travaux qui sont les plus connus, Claude Bernard a fait avancer les connaissances sur toute une série de sujets. J'en évoque juste deux, mais cela est assez injuste. J'évoque le fait, et de façon donc très distincte, de la régulation du taux de sucre et l'importance du sucre dans la physiologie. La découverte des nerfs vasomoteurs, donc qui régulent le fait que les vaisseaux soient plus ou moins contractés ou dilatés, donc de façon indirecte régule la pression artérielle. Il a identifié, je vais y revenir dans un instant, des nerfs particulièrement importants. Et il a aussi décrit l'action de toute une série de produits toxiques, dont le fameux curare, qui ont été aussi, bien sûr, des travaux tout à fait fondateurs. Si je reviens un instant donc à la régulation de la glycémie, donc du taux de glucose dans le sang, et le parallèle pathologique, le diabète, je répète qu'il a décrit la fonction glycogénique du foie. Il a montré qu'en fonction du type d'alimentation, donc à partir de modèles animaux, il y avait évidemment une variation du taux de sucre sanguin et contribué largement à mettre en place ce que nous savons aujourd'hui sur la régulation, même si à l'époque l'insuline n'était pas connue, de la concentration de sucre. Et de façon pathologique, cela lui a permis en particulier de caractériser les formes les plus sévères de diabète, même si, je le répète, à ce stade, l'insuline n'était pas connue. Donc il a beaucoup discuté des causes du diabète, et à vrai dire, il a ainsi identifié des causes réelles au-delà des problèmes de l'insuline, donc discutant sur les excès d'apport externe, donc un excès d'alimentation interne, production excessive de sucre par le foie à partir des réserves glycogéniques, discuter des sorties insuffisantes externes et rétention du glucose par les reins. Donc il a apprécié qu'il y avait aussi une régulation et une préservation du glucose à partir de la circulation sanguine et physiologiquement une absence de fuite rénale, mais qui peut survenir pathologiquement ou s'il y a un excès de glucose dans le sang. Discuter du rôle des muscles. Enfin, cela a été un travail extraordinairement précurseur sur la compréhension d'une maladie qui reste un fléau majeur en santé aujourd'hui, que sont les diabètes, puisqu'il y a plusieurs formes de diabète. Il a aussi décrit, avec des expériences célèbres, en allant inactiver certaines régions proches du 4e ventricule du cerveau, le rôle du système nerveux dans le contrôle de la glycémie et donc dans la genèse possible du diabète. Sur les autres sujets, un mot donc sur la découverte des nerfs vasomoteurs. Il a montré que le nerf pneumogastrique qui traverse le thorax, quand il le sectionnait, ça provoquait une accélération du mouvement des cœurs, donc montrant la relation. À nouveau, cela est évidemment fondateur pour la suite, comment le système nerveux pouvait réguler, en l'occurrence, la physiologie cardiaque. Il a montré que le grand sympathique, un autre nerf important, c'est son nom sympathique, ça n'a rien à voir avec la qualité, pour les non-médecins ou non-biologistes, régulait toute une série de fonctions, comme la contraction de la pupille, encore une fois, la vasodilatation des vaisseaux, et en parallèle décrit une maladie qui porte son nom, un syndrome plus exactement, qui porte son nom, Claude Bernard, associé à M. Horner, où il y a un défaut justement de fonctionnement, une paralysie du nerf sympathique, où les symptômes qu'il avait décrits expérimentalement chez l'animal sont présents chez l'homme. Donc c'est un des multiples exemples où il a pu illustrer le fait que la physiologie permet de contribuer à la compréhension de la médecine. Donc tous ces travaux lui ont permis d'élaborer et de démontrer l'importance de l'expérimentation. Ce tableau est extrêmement célèbre et le montre au milieu de ses élèves et dans l'acte qu'il a fait pendant un très grand nombre d'années avec le succès que l'on connaît, l'expérimentation animale, l'observation de la physiologie au niveau des tissus et des organes. Et c'est l'occasion de citer quelques phrases de lui et des personnes qui ont analysé son travail pour définir notamment que cette physiologie a été si fructueuse à partir du moment, et c'est la grande leçon pour nous tous médecins, elle s'appliquait à la médecine, à savoir que la médecine expérimentale, comme vous pouvez le lire, comme toutes les sciences expérimentales, sera la science qui cherche à remonter aux causes prochaines des phénomènes de la vie, à l'état sain et à l'état morbide. Il ne fait pas de distinction. C'est absolument innovant et c'est évidemment la base de ce qu'a pu être une médecine scientifique, physiologique, telle qu'elle s'est développée depuis. Et ceci est apprécié à son juste titre. Le célèbre philosophe Canguilhem parle ainsi de Claude Bernard qui marque le tournant pour la médecine, mais aussi pour la recherche fondamentale en sciences de la vie, en biologie. Claire Salomon-Bayet, plus récemment, parle du changement d'échelle et du changement d'objet à travers les travaux qu'ont menés Claude Bernard. Ceci m'amène à son second point, c'est qu'au-delà des travaux proprement dits expérimentaux qu'il a menés, il a généré des concepts, et en particulier c'est l'élaboration de la physiologie et la notion de milieu intérieur. Vous avez ici la reproduction d'un texte de sa main où il définit la physiologie. C'est difficile à lire, mais il est écrit en diagonale tout en haut, là, entre les ratures. La définition de la physiologie, et c'est, je ne sais plus lire, intime, merci, rapport intime avec les sciences physico-chimiques.
Je pense que là, l'aspect du lien médecine, biologie, physique et chimie est évidemment une notion capitale, puisque c'est ainsi qu'il va définir le milieu intérieur, à partir, très précocement, parce qu'à partir de ses travaux dès 1853, donc il a à ce moment-là 40 ans, si je calcule bien. Donc le concept du milieu intérieur, je pense que c'est intéressant de s'y arrêter un instant, il le définit comme le milieu liquide du sang, mais aussi de l'ensemble des liquides extraticulaires, dans lequel baignent les organes, qui les protègent, et qui ont des caractéristiques très précises. Ce milieu intérieur est déterminé, et il est sous-tendu par des facteurs physico-chimiques, donc il définit la physiologie et d'une certaine façon la vie à travers des caractéristiques physico-chimiques, ce qui était bien loin évidemment du vitalisme ambiant, avec quelques nuances probablement cependant, parce qu'il définit ces facteurs physico-chimiques selon un plan concerté qui définit le mécanisme de la vie, qui n'est pas le vitalisme, mais néanmoins probablement philosophiquement en reste un tout petit peu inspiré. Dans le concept du milieu intérieur, il y a la notion de fixité, c'est-à-dire d'équilibre, la conservation d'un équilibre entre ce milieu intérieur et le milieu extérieur, bien sûr soumis à toutes sortes d'événements, ce qu'il appelait l'irritabilité, qui peut être le fait qu'il y ait une stimulation de notre système nerveux, par exemple, ou d'autres systèmes, l'alimentation, la nutrition, qui était un de ses sujets de travaux, ou à l'inverse, une absence de stimulation. Et puis, et c'est évidemment un autre concept fondamental, ce caractère du milieu intérieur, il le considère comme universel et partagé par toutes les espèces vivantes, sans exception, ce qui est une façon de créer l'unité du monde biologique et de son étude. Donc ce concept a eu des portées expérimentales et opérationnelles majeures. Canguilhem, à nouveau, l'a très bien dit, capacité d'agir sur la matière. À partir du moment où on définit ce milieu, un certain nombre de propriétés, on peut l'étudier, on peut le modifier, le tester, et donc avancer dans la connaissance. On peut le décomposer en éléments comme la salinité, la température, la concentration en sucre, on en a déjà parlé, et bien d'autres paramètres qu'il a analysés. On est donc dans une définition physico-chimique du vivant, encore franchement matérialiste, qui est une grande innovation pour l'époque, et néanmoins en conservant le concept d'une intégration, ce qu'il appelait une vie commune, une notion de régulation, et ceci, si on se projette sur ce qui s'est passé au cours des 150 ans suivants, a été clairement la base de toutes les études de physiologie et d'expérimentation, en nutrition, en endocrinologie, entre autres, mais pas uniquement, et bien sûr en médecine à travers les perturbations du milieu intérieur. Je me permets de citer une autre phrase de Claude Bernard, de deux phrases de Claude Bernard à ce sujet. La santé et la maladie ne sont pas deux modes différents essentiellement, comme ont pu le croire les anciens médecins. Dans la réalité, il n'y a que des différences de degré, l'exagération, la disproportion, la disharmonie des phénomènes normaux constituent l'état maladif. C'est-à-dire, tout est dit sur ce qu'est la médecine, qui est une application de la physiologie et de la biologie en général. Mon dernier point que je voudrais évoquer, et que je trouve assez intéressant, mais assez difficile probablement d'ailleurs à analyser de façon juste, parce que je pense qu'il faut recourir à un certain nombre de connaissances que clairement je n'ai pas sur l'histoire des sciences au XIXe siècle, c'est Claude Bernard et ses contemporains dans le milieu scientifique, pour l'essentiel. Je rappelle que Claude Bernard, donc, qui a vécu entre 1813 et 1878, a été le contemporain à quelques années près des plus grands pionniers de l'aventure des sciences de la vie, telle qu'elle l'a construite depuis. Charles Darwin, né en 1809, bien sûr, auteur de la fameuse théorie de l'évolution, et si on reste proche de l'évolution, la génétique, l'hérédité, Gregor Mendel, donc ce moine tchèque, dont les travaux sont restés longtemps méconnus, ils n'ont été redécouverts en fait qu'au début du XXe siècle, mais qui a décrit les lois de l'hérédité, les lois de base de l'hérédité, même sans en connaître bien sûr le support chimique à l'époque. Contemporain également de Claude Bernard, le chercheur allemand médecin Rudolf Virchow, qui avec d'autres, je vais en dire un mot dans un instant, a élaboré le concept de cellule et que la génération d'une cellule provient d'une cellule. Au préalable, il y avait des conceptions moins claires sur qu'est-ce qui donnait naissance à des cellules au sein des êtres vivants. Et on va voir la relation que Claude Bernard a eue avec ce concept dans un instant. Et enfin, bien évidemment, les hommes qui ont développé la théorie, et plus que la théorie microbienne, Louis Pasteur, tout petit peu plus jeune que Claude Bernard, mais à peine 9 ans plus jeune, donc ils se sont connus, ils se sont estimés. Et ensuite, en Allemagne, contemporain de Louis Pasteur et son concurrent redoutable et avec beaucoup d'acrimonie entre les deux, Robert Koch, qui est à Berlin, entre autres, qui a entre autres découvert le bacille de la tuberculose. Donc on voit que Claude Bernard a vécu exactement au même moment, quelque chose près, en présence des plus grands scientifiques fondateurs des grands concepts qui sous-tendent toute la recherche en sciences de la vie depuis lors. Donc je vais essayer de
d'apprécier, en m'aidant de sources que j'indiquerai à la fin, quelques-uns des éléments permettant d'essayer d'évaluer comment Claude Bernard a perçu ces avancées, lorsqu'il en a eu connaissance, des travaux de ses contemporains. Le concept du milieu intérieur et la théorie cellulaire, je pense que là-dessus il s'est beaucoup intéressé. Les grandes avancées sont venues d'Allemagne, Müller, puis surtout Schwann, qui a écrit un livre en 1839, dont la traduction française est « Recherche microscopique sur la similarité de structure et des développements des cellules, des animaux et des plantes », où il définit clairement que l'unité de base du vivant sont les cellules, et s'y ajoute quelques années plus tard dans la même école, Virchow, qui est anatomopathologiste et biologiste, dans une certaine mesure physiologiste, et qui montre, comme je l'ai déjà dit, qu'à la base d'une cellule, il y a une cellule. Donc, donc c'est une modification évidemment importante d'une partie de la conception de ce qu'est le vivant à l'époque, assez loin du vitalisme, mais distinct aussi de la physico-chimie comme base du vivant tel que Claude Bernard l'appréhendait, mais plaçant donc la cellule au centre de la biologie. Clairement, ces avancées viennent de l'Allemagne, c'est une science allemande. Je l'évoque parce que je voudrais en conclusion poser une question sur ce point à laquelle je n'ai pas la réponse. Peut-être certains pourront m'éclairer. Donc Claude Bernard, dans ce contexte, qui est au courant de toutes ces avancées, a lu ses travaux et à travers ses élèves a été en contact, je crois, avec ses chercheurs. Il accepte la notion de cellule, mais en même temps, il concède un certain relativisme sur les formes organiques élémentaires. Et pour lui, les cellules pourraient provenir, par exemple, de quelque chose qu'il appelle de néoformation blastémique. Donc les choses ne sont pas claires. Et il n'a pas la cellule, même s'il en connaît l'existence, bien naturellement, n'est pas un outil central de sa recherche. Et sa vision est une physiologie étudiée à l'échelle, des tissus, des organes, le foie par exemple, dont on a parlé tout à l'heure, les nerfs, mais pas au niveau des cellules. Et c'est quelque chose qui n'a pas complètement associé à sa vision des choses. Un autre point, c'est, après tout, il a indiqué que le milieu intérieur est un concept universel, mais il a en même temps été, par exemple, très critique, je crois, de l'état, en tous les cas, des sciences qui étaient concernant la zoologie, l'étude des animaux, la botanique, les plantes, et l'embryologie, le développement, un sujet majeur. Par exemple, l'embryologie a beaucoup progressé sur un plan descriptif en Allemagne, avec Haeckel, à nouveau en Allemagne, qui a vécu entre 1834 et 1919. Mais Claude Bernard ne donne pas une place importante à ces sciences, et il leur reproche, il écrit, je trouve que c'est assez intéressant, que la physiologie signale l'existence des lois morphologiques, se rapproche du développement, mais ne les étudie pas. La morphogenèse est hors de notre portée. En fait, l'impression qu'il donne, je ne sais pas si je me trompe, mais c'est que finalement, pour lui, ce qui compte, en tous les cas au moment où il fait de la recherche, dans les 1850, 60, etc., il s'intéresse à une science où on peut expérimenter. Donc à nouveau, le concept d'expérimentation est central. Alors, à l'époque, remis dans le contexte, l'embryologie est purement descriptive et n'est pas expérimentale. Donc du coup, il la met de côté, comme il l'a écrit. Il en est de même de façon un peu plus polémique de ce que j'ai compris concernant la zoologie et la botanique. Et là, il a eu une influence, puisqu'assez rapidement, je crois qu'au décours d'un centre de discussion assez forte, il a incité des zoologistes français à avancer vers une approche expérimentale. Et je crois qu'en particulier, la création de la station de biologie marine qui existe toujours à Roscoff, créée apparemment en 1872 par M. Delacaze-Duthieu, est en fait une forme de réponse à Claude Bernard aux reproches qu'il faisait aux zoologistes d'être purement descriptifs et de ne pas travailler en tant que physiologiste. Et ainsi, de même, des spécialistes des plantes ont attaqué ce qui s'est appelé à l'époque une anatomie expérimentale à partir de 1880. Par contre, en France, pas d'effet sur l'embryologie qui est resté, pour ce qui est du 19e siècle, bien sûr, une spécialité essentiellement allemande. On peut considérer qu'il y a une forme de, comme j'ai repris de textes que je vais citer à la fin, une forme de solution de continuité épistémologique dans cette affaire, avec des limites de la modalité de la pratique expérimentale, une conception d'une physiologie générale étudiée plutôt in vivo, en tous les cas à l'échelle des organes, plutôt qu'à l'échelle de la cellule, ce qui l'amènera par exemple, alors qu'il a décrit très très bien en quoi le curare était toxique et avait les conséquences que l'on sait sur la paralysie nerveuse, il n'a pas été au bout et à la compréhension du mécanisme d'action du curare, faute d'études à l'échelle cellulaire. D'une certaine façon, peut-être légèrement paradoxal, compte tenu des développements suivants de la physiologie, c'est qu'il a refusé une certaine forme d'approche réductionniste, qui pourtant s'est largement développée ensuite, fondée sur ses travaux à lui. Donc par contre, à l'opposé, il est évident que ce concept du milieu intérieur, fondé en particulier sur l'étude de toute une série de paramètres physico-chimiques, était extrêmement innovante et anticipatrice de quelque chose qui est en plein développement aujourd'hui, qui est la biologie de système,
donc une approche intégrée d'un grand nombre d'éléments permettant, si ce n'était pas son cas de son temps, de quantifier une série d'éléments et de reconstituer, de modéliser globalement le fonctionnement des systèmes vivants. L'hérédité, Mendel à Darwin, un autre sujet intéressant, je trouve, de discussion entre Claude Bernard et les savants de son temps. Donc Darwin est son contemporain, il a donc écrit sur l'origine des espèces, et Galton, qui était apparenté à Darwin, un généticien anglais, a défini en 1871 un concept majeur qui est qu'est-ce qui est du domaine de la nature, donc de l'hérédité, et de l'environnement, nurture. Incidemment, Mendel était méconnu de tous ces gens, aussi bien Darwin, Galton que Claude Bernard. C'est seulement au début du XXe siècle qu'il est redécouvert. En fait, Claude Bernard ne s'intéresse pas à ces aspects d'hérédité. Il dit que la physiologie générale ne peut se réduire aux variations individuelles, domaine non expérimental à nouveau, force latente, dormante, cachée. On retrouve, je pense, cette vision des choses. En fait, il a une vision par ailleurs plutôt néo-lamarckiste de conception de concept de création organique, d'acquisition possible de caractère, ce qui a amené à une situation un peu paradoxale. Je ne voudrais pas qu'on se méprenne sur ce que je vais dire là, mais les gens qui étaient apparemment dans l'exactitude scientifique, je dis apparemment parce que bien évidemment, dans ce à quoi ils ont abouti, ils ne connaissaient pas un certain nombre d'éléments essentiels de l'organisation de l'espèce humaine, mais un certain degré d'exactitude scientifique de Galton, Nature and Nurture, Weissmann en Allemagne dans sa suite. En fait, ces travaux ont conduit aux théories eugéniques, Gobineau et ensuite, malheureusement, les drames que l'on connaît. Et paradoxalement, mais je ne voudrais pas qu'on considère mes propos comme anti-science, mais néanmoins relativisant le fait que l'expertise scientifique, si elle n'est pas complètement fondée, n'est pas vraiment d'une grande aide sociétale. L'expertise scientifique est essentielle, incidemment, c'est un bon sujet pour l'actualité française aujourd'hui, mais l'expertise scientifique dans le cadre de la politique. Mais une exactitude scientifique approximative peut conduire à des catastrophes. Mais paradoxalement, donc l'inexactitude, puisque Claude Bernard méconnaît la part de l'hérédité, et avec Émile Zola, et ceci a été très bien dit à l'instant, conduit en fait à promouvoir, puisqu'il y a une possibilité d'acquérir des caractères, l'éducation, l'hygiène et l'amélioration des conditions de vie. Ne me méprenez pas mes propos, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas d'expertise scientifique, mais il faut qu'elle soit bien placée. Voilà, j'ai presque terminé, juste pour dire, les microbes, il était contemporain de Louis Pasteur, la réfutation de la génération spontanée, c'est 1859. Ils se connaissent très bien avec Claude Bernard. Ils s'estiment, je crois, profondément, mais Claude Bernard ne croit pas vraiment à la théorie microbienne. Pour lui, les maladies proviennent de la perturbation du milieu intérieur, pas de l'extérieur. Incidemment, de façon anecdotique, hier, j'ai rajouté cette phrase hier dans l'exposé, j'ai entendu une réconciliation posthume entre Claude Bernard, entre guillemets réconciliation, puisqu'il n'était pas fâché. Une réconciliation posthume sur un magnifique travail scientifique qui va être publié prochainement dans une très grande revue scientifique, qui montre qu'au cours des épisodes de septicémie, donc d'infection grave, il y a une modification considérable de la régulation du glucose, qui joue un rôle essentiel dans la survie d'une personne, d'un animal atteint d'une infection bactérienne systémique. Donc ça aurait beaucoup plu à Claude Bernard, la régulation du sucre, et à Pasteur, la septicémie, les bactéries. Ma conclusion, c'est de dire que pour la dernière partie, les disciplines scientifiques que Claude Bernard n'a pas considérées à l'époque étaient simplement parce qu'elles n'étaient pas encore bernardiennes, c'est-à-dire pas expérimentales. Elles le sont devenues plus tard. J'ai cité déjà le cas de la zoologie, la botanique, l'embryologie. La génétique n'est devenue expérimentale que beaucoup plus tard, 1925 avec Thomas Morgan. La microbiologie puis l'immunologie, c'est Koch, Pasteur bien sûr, puis Koch, et l'immunologie Metchnikoff-Ehrlich, c'est après lui. Mais elles sont devenues bernardiennes et je suis sûr que s'il avait vécu à ce moment-là, il les aurait tout à fait intégrées dans sa réflexion. La question que je me pose, je parlais tout à l'heure de sciences allemandes à propos de l'embryologie en particulier, ou de la théorie sur les cellules, c'est que je ne sais, historiquement parlant, est-ce que l'opposition connue entre l'Allemagne et la France, évidemment après 70, mais même avant, n'a pas eu un effet freinateur de communication scientifique et d'acceptation des travaux scientifiques réciproquement entre les Français et les Allemands. Donc pour Claude Bernard, par exemple, en ce qui concerne les théories sur les cellules, avec une moindre communication, moins de perméabilité des idées nouvelles entre ces deux pays en confrontation dure de nationalistes. J'en sais rien, je serais intéressé de savoir si certains ont des informations. Enfin, évidemment, ce qu'il reste, et je l'ai mis en exergue, c'est l'héritage monumental porté par les développements de la physiologie et de la médecine, le concept de médecin-chercheur, qui reste évidemment tout à fait juste et qui a donné lieu en particulier
la fameuse réforme de Bray en 1958 des centres hospitalo-universitaires, pour ne parler que de la France, mais évidemment ceci est exact à l'échelle mondiale et je pense que ceci reste central. J'ai terminé, juste je voudrais remercier et citer mes sources, remercier Pierre Corvol qui m'a beaucoup aidé dans la construction de cet exposé, y compris dans certaines diapositives. Il m'a apporté toutes ces sources, c'était extrêmement précieux. Merci Pierre. Et je voudrais citer 2 livres qui m'ont beaucoup aidé. Un livre d'une scientifique britannique qui s'appelle Science, a 4000 Year History, enfin, c'est une histoire des sciences, vous pouvez le deviner. Et puis le très bon ouvrage qui a été édité par Duchesneau, Cupiac et Michel Morange sur Claude Bernard, la méthode de la physiologie, et je cite les noms de Madame Salomon-Bayet, M. Pépin, Louaison, Barbara, qui est là, j'espère que je n'ai pas trop trahi votre pensée, ou trop volé votre pensée non plus, et Gaillon, qui ont écrit des chapitres absolument remarquables sur la méthode, les réflexions scientifiques et la signification des travaux de Claude Bernard. Je vous remercie.